vous écoutez RTL. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime préparée par Justine Vignot et Émilien Vinet, évidemment comme chaque jour. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à l'un des plus grands mystères criminels de ces 20 dernières années, la disparition le 26 février 2000 à Toulouse de Suzanne Viguier, que tous ses amis appelaient Suzy. Depuis 17 ans, cette mère de 3 enfants a disparu sans laisser de traces. Tout le monde se souvient que l'enquête policière a très vite, au fil des années, désigné son époux comme le suspect numéro 1, Jacques Viguier, professeur de droit public à l'université de Toulouse, incarcéré préventivement pendant plus de 9 mois, puis jugé ensuite à 2 reprises en 2009 et 2010. 2 acquittements pour cette affaire, sans cadavre, sans aveu, sans témoin et sans preuve matérielle. Mais l'accusation, et nous y reviendrons très longuement dans cette émission, était bâtie sur un faisceau d'indices graves et concordants, comme l'on dit. Les questions qui demeurent aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'est devenu Suzanne Viguier. A-t-elle été assassinée? Mais par qui? Et pour quel mobile? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Dans ce cas, pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé son corps? A-t-elle décidé de couper les ponts afin de refaire sa vie loin, très loin de Toulouse? Personne ne peut répondre aujourd'hui à ces questions, et à moins d'un événement extraordinaire et inattendu, peut-être vraiment improbable, cette disparition restera pour toujours un grand mystère. Alors c'est une affaire qui fascine le public, l'opinion, et régulièrement sur RTL.fr, les auditeurs de cette émission nous demandent de revenir sur l'affaire. Alors nous allons faire cela aujourd'hui avec l'invité qu'il fallait avoir pour parler de l'affaire. C'est mon confrère Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chroniqueur judiciaire du Figaro. Vous écrivez également, vous avez écrit sur cette affaire un livre passionnant, Disparition d'une femme, avec ce sous-titre: l'affaire Viguier, comment construit-on, fabrique-t-on un coupable? Est-ce que vous avez changé d'avis depuis? Non, est-ce que vous avez très bien planté le décor? C'est un mystère. Il y a une certitude aujourd'hui, c'est une décision de justice, l'acquittement par 2 fois de Jacques Viguier, le mari donc. Et voilà, et le problème, c'est que l'enquête a été conduite de telle sorte que on a abouti à des impasses dans en fait, on a abouti à une impasse puisqu'il n'y a eu qu'une seule piste. C'est ça le problème, et c'est l'autre mystère dans l'affaire, c'est pourquoi l'enquête n'a-t-elle été qu'à sens unique. Alors, vous avez suivi évidemment professionnellement les 2 procès successifs. Il faut rappeler que le dernier a été émaillé par une série de coups de théâtre, dont un qui a peut-être d'ailleurs fait basculer le jury. On y reviendra. C'est avec l'avocat Éric Dupond-Moretti qui, en pleine audience, va faire avouer à un témoin qui était considéré jusque-là comme un témoin mineur qu'elle avait menti, en fait. Et ça nous ramène aussi à un personnage qui a fasciné le public, comme l'affaire en général. C'est l'amant de cette femme disparue, Olivier Durandet, qu'on entendra. D'ailleurs, on entendra Jacques Viguier dans cette émission, on entendra cet homme, on entendra également le policier qui a mené l'enquête à Toulouse, persuadé dès le début qu'il s'agissait d'un coupable, ce professeur de droit. Et puis, il y a aussi le personnage que vous connaissez bien de Jacques Viguier, et vous dites, je crois, dans ce livre, je cite de mémoire, jamais un innocent ne se sera aussi, n'aura fabriqué une image de coupable. Les avocats disent souvent que les innocents sont ceux qui se défendent le moins bien. Ouais. Et on peut le comprendre, parce que le coupable, lui, il sait ce qui s'est passé, donc il peut adapter, alors que l'innocent, il est vraiment dans une nasse. Mais dans ce théorème, Jacques Viguier est vraiment un personnage à part, parce que lui, il se défend mais extraordinairement mal. En plus, il est professeur de droit, donc on s'attend évidemment à un personnage extrêmement structuré et habile, et on a affaire à un être
totalement déconcertant. Et l'amant, donc Olivier Durandé, lui va jouer un rôle dans cette enquête, même au cours de la garde à vue de Jacques Viguier, qui est absolument inédit dans une affaire criminelle. Ouais, c'est-à-dire que l'amant est complètement à contre-emploi, c'est-à-dire qu'il ne joue pas le rôle habituel dans ce genre d'affaires, c'est-à-dire qu'il ne joue à aucun moment le rôle de suspect, et il joue au contraire un rôle d'espèce d'auxiliaire de justice autoproclamé et d'accusateur public, et d'accusateur, puisqu'il va déployer une énergie considérable pour faire accuser et condamner l'espertile Jacques Viguier. Oui, et avant que l'affaire n'éclate, l'affaire judiciaire, quelques heures après la disparition de Suzanne Viguier, il est le premier à commencer à pointer du doigt le mari en disant qu'il a certainement assassiné son épouse. Absolument. C'est quelque chose de troublant, mais qu'on peut évidemment on analyser dans les deux sens. C'est-à-dire que un homme innocent peut dire, ne sachant pas où est la femme qu'il aime, dire son mari l'aura tué. Bien sûr. Soit il est très machiavélique et voilà, mais en tout cas, il faut quand même bien le préciser. Olivier Durandé n'a jamais été suspecté de rien du tout. Mis en cause, absolument. Alors, il y a aussi un autre élément qui fait de cette affaire une affaire exceptionnelle. C'est presque une affaire dans l'affaire. C'est que on a découvert, vous allez nous rappeler à quel moment de l'histoire, que la propre famille de la disparue avait vécu en 1946 un événement incroyablement, proche de ce qui s'est vraiment passé en 2000. Alors ça, c'est quelque chose de absolument fascinant, puisque la grand-mère de Suzy, donc de la disparue, a elle-même été assassinée en 1947, je crois, mais je suis pas très fort en date, à Narbonne. Et à l'époque, un policier a été immédiatement persuadé que son mari était le coupable. Et le grand-père donc de Suzy Viguier s'est retrouvé à l'époque accusé d'avoir tué sa femme, emprisonné provisoirement. Et lui, l'enquête s'est soldée par un non-lieu en sa faveur. Il a été aussi innocenté mais directement par le juge d'instruction. Il n'y a pas eu de procès. Mais il y a dans les deux affaires des similitudes absolument qui dépasse l'entendement sur la nature des indices, la façon dont l'enquête a été conduite, la présence aussi d'une tierce personne qui oriente les enquêteurs sur la piste du mari, un individu extrêmement trouble. C'est absolument fascinant que dans la même famille, il y ait eu ces deux affaires à 50 ans d'intervalle. Alors, nous allons faire une première pause. Une pause donc, et puis ensuite je vais vous rappeler brièvement à la fois les faits et les éléments recueillis à l'époque par les policiers de la brigade criminelle de la PJ de Toulouse qui ont mené cette enquête. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Jusqu'au mois de février 2000, Jacques et Suzanne Viguier forment apparemment un couple sans histoire. Ils ont 3 enfants, Clémence, une fillette de 10 ans, et Nicolas et Guillaume, des jumeaux qui ont 7 ans. Ils habitent en famille une vaste maison située rue des Corbières dans un quartier résidentiel de Toulouse. Jacques Viguier est un professeur de droit renommé à l'université. Il a été à 32 ans le plus jeune agrégé de France. Sa femme, Suzanne, a 38 ans. Elle est professeure de danse et elle règle les chorégraphies d'un cabaret transformiste de la ville. En fait, derrière les apparences, le couple traverse une grave crise conjugale depuis plusieurs années. Jacques et Suzanne sont au bord de la rupture. Suzanne a découvert que son mari l'a trompée avec certaines de ses étudiantes. Et depuis ce jour, elle a décidé de faire chambre à part. Elle dort seule, à l'étage, sur un canapé-lit. Mais elle refuse dans un premier temps de divorcer pour préserver les enfants. Et cette situation dure jusqu'en juillet 1998, c'est à cette époque qu'elle fait la connaissance d'Olivier Durandé, un représentant de commerce de 32 ans, qui devient également son partenaire au tarot. Elle partage donc avec lui cette passion. En quelques mois, le mari, la femme et l'amant se retrouvent souvent ensemble dans la même maison. Il arrive même que le couple confie à Olivier la garde des enfants. À la fin février 2000,
La situation évolue. Suzanne Viguier prend la décision de divorcer. Elle va disparaître mystérieusement à la veille de son premier rendez-vous avec son avocat. Samedi 26 février 2000, Suzanne quitte Toulouse avec son amant pour participer à un tournoi de tarot. Tout se passe bien, rien ne laisse présager le drame qui va survenir quelques heures plus tard. Olivier raccompagne Suzanne chez elle dans la nuit du samedi au dimanche, vers 4h30 du matin, dit-il. Avant de rentrer dans la maison, Suzanne lui aurait donné rendez-vous dimanche après-midi, vers 14h. Jacques Viguier dira lui-même plus tard aux enquêteurs qu'il a entendu ou qu'il a cru entendre dans la nuit les pas de son épouse lorsqu'elle est montée dans sa chambre. À 8h30, Jacques Viguier se lève et il croit là encore apercevoir la silhouette de sa femme endormie par la porte entrebâillée. Vers 10h, le père de Jacques Viguier vient chercher ses petits-enfants qui vont passer le dimanche donc chez leurs grands-parents. À partir de là, Jacques et Suzanne sont seuls dans la maison. Jacques Viguier part vers 10h45 pour faire un jogging. Il est de retour vers 11h30. Il se prépare alors pour aller rejoindre ses enfants chez ses parents, où il arrive à 12h30. Après le repas, il appelle sa femme au téléphone, mais elle ne répond pas. Et lorsqu'il rentre chez lui en début de soirée, il constate que sa femme n'est plus là. Le canapé-lit sur lequel elle dort est replié, mais il ne s'inquiète pas outre mesure compte tenu des habitudes de leur couple où chacun mène sa vie comme il l'entend. Lundi matin, dès 9h, Olivier Durandet se rend au domicile des Viguier. Il est inquiet, car Suzanne n'est pas venue, dit-il, au rendez-vous qu'ils avaient fixé la veille. Il fouille la maison, en compagnie de Jacques. Les deux hommes découvrent alors les lunettes de Suzanne dans sa salle de bain. Olivier sait qu'elle ne se déplace jamais sans elle. Il propose au mari de prévenir la police. Mais Jacques Viguier, lui, ne s'inquiète pas autant et il refuse. Il pense qu'elle ne va pas tarder à revenir. Et ce n'est que 3 jours plus tard que le professeur de droit se rendra à la police pour signaler la disparition de sa femme. Les policiers vont apprendre rapidement que Suzanne s'apprêtait à monter un dossier de divorce. Ils apprennent par l'amant que Jacques, le mari, s'y opposait et que cela avait déclenché une violente dispute d'ailleurs entre les deux époux. Aucun témoin n'a vu Jacques faire son jogging. D'ailleurs, il n'était pas spécialement connu comme un adepte de ce sport. Il devient donc très rapidement le suspect numéro 1. 12 jours plus tard, la brigade criminelle perquisitionne la maison et découvre dans un placard le sac de Suzanne, un sac qui contient, entre autres, son trousseau de clés. Or, Jacques Viguier a déclaré qu'il avait trouvé la porte fermée à double tour lorsqu'il était rentré chez lui le dimanche soir, donc le dimanche de la disparition. Les enquêteurs découvrent également de micro-traces de sang appartenant aux deux époux, un peu partout dans la maison ainsi que dans la voiture. Mais ce sont des micro-traces. Explication du mari, sa femme s'est blessée en jardinant et lui-même souffre d'une rhinite chronique qui provoque des saignements de nez assez fréquents. Mais le matelas du canapé clic-clac de Suzanne a également disparu. Viguier répond alors qu'il s'en est débarrassé dans une déchetterie. Pourquoi, lui demandent les policiers. Eh bien, parce qu'elle le trouvait inconfortable, dira-t-il d'abord. Et puis, il changera de version en expliquant qu'en fait, ce matelas était le symbole des relations de Suzanne avec son amant. Et il avait donc décidé de le jeter. Lorsque les policiers tenteront de récupérer ce matelas, ils ne pourront que constater qu'il a été brûlé dans un incendie accidentel à la déchetterie. Et le 10 mai 2000, Jacques Viguier est mis en examen pour assassinat, puis il est incarcéré en détention provisoire. Il va y rester 9 mois. Pendant sa garde à vue, Jacques Viguier ne craquera pas. Il continuera inlassablement à clamer son innocence. Avec son avocat, maître Georges Catalin, il tentera de réfuter les arguments des policiers qui sont, eux, persuadés de sa culpabilité. Les lunettes retrouvées dans la salle de bain, Viguier explique que les lentilles de contact de Suzanne ont bien disparu. Elle a donc pu partir avec.
Le trousseau de clés. Jacques Viguier, ainsi que l'ancien propriétaire de la maison d'ailleurs, disent qu'il y en avait 6 et non pas 5, comme l'avait déclaré l'amant de Suzanne, Olivier Durandé. Et c'est ce chiffre de 5 trousseaux qui avait été retenu par l'enquête. Pourquoi ? La voiture de Suzanne, elle, était restée garée près de la maison. Une voisine va témoigner avoir vu un taxi prendre en charge une jeune femme devant le domicile des Viguier le dimanche matin, après le départ de Jacques. Enfin, les papiers d'identité de Suzanne avaient été retrouvés par un passant dans une rue de Toulouse 3 semaines après sa mystérieuse disparition. Pourquoi l'hypothèse de la fugue n'a-t-elle pas été retenue par les enquêteurs ? Jacques Viguier suggéra, lui, que l'hypothèse de la fugue lui semblait à prendre en compte. Suzanne, pensait-il, avait pu faire une mauvaise rencontre, peut-être liée à ses activités au cabaret transformiste, lieu parfois fréquenté par des personnes peu recommandables. Et puis, enfin, avait-on creusé suffisamment l'hypothèse du suicide, compte tenu du fait que certaines personnes qui connaissaient Suzanne l'avaient trouvée bien dépressive à cause de son prochain divorce et de ses relations houleuses avec son mari. Quant à la personnalité d'Olivier Durandé, l'amant, Viguier s'est vite persuadé qu'il avait décidé de faire de lui un assassin, alors que Suzanne aurait en réalité décidé de mettre fin à ses relations avec son amant. L'attitude d'Olivier Durandé s'éclairerait alors d'une toute autre manière. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'invité de l'heure du crime, c'est Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro, auteur du livre « Disparition d'une femme, l'affaire Viguier ». C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Et vous rappeliez que l'affaire avait fasciné l'opinion, mais maintenant je vais vous laisser parler, Stéphane Durand-Soufflant, parce que il fallait absolument rappeler le contexte général de cette affaire. Mais moi, j'aimerais bien savoir quels ont été vos propres étonnements, vos propres questions quand professionnellement vous avez été envoyé pour suivre vous avez décidé de suivre le premier procès de Jacques Viguier. Vous avez plongé dans cette affaire. Comment avez-vous réagi ? Qu'est-ce qui vous a marqué, frappé ? Alors, il y a une particularité de cette affaire, c'est qu'elle est extrêmement clivante. C'est-à-dire que le public, effectivement, se passionne pour l'affaire et prend parti. C'est une de ces affaires où les gens sont pour Viguier ou pour Durandé ou contre. Voilà, c'est l'idée, c'est l'un des deux. Bon, ce qui est tout à fait injuste pour Olivier Durandé qui n'a jamais été poursuivi, et maintenant pour Jacques Viguier qui a été définitivement acquitté. Mais à l'époque, il y avait dans Toulouse, c'est une affaire toulousaine, avec un professeur de droit de l'université, une personnalité, un notable comme on dit, et avec autour de ça énormément de fantasmes sociaux sur ces puissants qui sont en fait pas si clairs que ça. C'est tout ce qu'on pourrait dire de chabrolien. Côté notable, qui peuvent se permettre un peu tout. Voilà. Et chose qui a été très exacerbée par la personnalité de l'enquêteur principal, le commissaire Sabi, qui avait fait de sa rivalité avec Jacques Viguier une espèce de lutte d'homme à homme, enfin un truc un peu de western, il faut bien le dire, où lui se disait, moi, certes je n'ai pas été agrégé de droit, mais on va voir qui c'est le plus fort et qui c'est le plus malin, évidemment ce sera moi le commissaire. Et il y avait cette espèce de rivalité très très forte, on se sentait, en tout cas on avait vraiment l'impression que le commissaire voulait à tout prix terrasser le brillant agrégé de droit. On va l'écouter, puis quand on l'aura écouté, on parlera de la vraie personnalité de Viguier, parce que vous dites dans votre livre, on l'a pris pour un notable et c'est un paysan. Et il faudra que vous nous expliquiez ça. Mais d'abord, Robert Sabi, donc c'est le commissaire qui dirige l'enquête, la criminelle de la police judiciaire de Toulouse. Et là, il avait été interviewé au moment du premier procès. Là, on est en fin avril 2009, et c'est Patrick Tégéraud, notre correspondant dans la région, qui suit l'affaire pour RTL, et il recueille, vous allez l'entendre, l'intime conviction du commissaire Robert Sabi, d'abord sur la culpabilité en général de Jacques Viguier, et puis comme le procès a commencé, que Viguier s'est déjà exprimé, il va parler également du comportement de Viguier pendant le procès. Écoutez. Sa femme, il la tue.
mais accidentellement. Et je pense qu'il fait ce qu'il a à faire. Il nettoie les draps, il enlève le matelas, il nettoie sommairement la housse alors qu'il aurait dû l'enlever aussi. Je crois pas que ça soit de la perversion de sa part. C'est simplement parce qu'il est dépassé. Puis il a ses 3 gamins, puis il sait bien que tout le monde va poser des questions. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une histoire simple. Elle aurait pu être très simple. Il s'est totalement maîtrisé, M. Viguier, parce qu'il savait que ça pouvait repartir, parce que le même argumentaire pouvait produire les mêmes effets. Il n'y avait pas les conditions de l'intimité, mais il savait très bien ce que je voulais, simplement, c'est donner une réponse à cette famille. En fait, tout ce qu'il fait, la manière dont il se défend est retenu à charge contre lui. Oui, et ça c'est aussi une particularité de ce dossier, c'est que Jacques Viguier est un personnage totalement déconcertant. C'est-à-dire qu'on s'attend donc, on nous le présente comme le professeur de droit brillant, et effectivement les témoignages montrent que c'est un professeur brillant. Il fait des cours sans notes. À la faculté de droit, il est réputé pour ça. Donc les cours durent 55 minutes par exemple, il fait un cours et à 55 minutes, il a terminé son cours et il le reprend la semaine suivante exactement au bon moment. Donc il est très brillant dans sa vie professionnelle. Mais dans sa vie personnelle, il apparaît comme un homme beaucoup plus ordinaire, c'est-à-dire un type, alors justement pas le notable qu'on imagine en costume cravate, très raffiné, c'est un homme qui s'habille de façon extrêmement simple, enfin sans aucune affectation, sans aucune d'ailleurs élégance, on pourrait dire. Il met ce qui lui tombe sous la main, il a des plaisirs extrêmement simples, il est chasseur, oui. Il a été un grand sportif dans sa jeunesse, c'est un gars qui courait la montagne en Ariège, etc. Ouais. Il a des amis très proches avec qui il s'entend extrêmement bien, mais qui sont des profs comme lui, beaucoup d'enseignants, mais c'est pas du tout, vous voyez, il fait pas du tout notable de province. Il n'a pas du tout le comportement. Et d'ailleurs, la maison qu'ils habitent rue des Corbières n'est pas il habite pas un hôtel particulier dans le vieux centre de Toulouse avec des belles bibliothèques. Il habite un baraque très banal. Ouais, voilà. Et je pense, en vous écoutant parler de son côté sportif, à ce fameux jogging du dimanche, où on va mettre en doute le fait que d'abord il soit même capable de faire ce parcours de jogging dans le temps qu'il a donné, et il va y avoir une reconstitution. Alors ça, finalement. Et ça, c'est assez drôle. Extraordinaire. On fait la reconstitution donc sur l'itinéraire qu'il indique. Et alors, première chose déjà, les policiers retiennent à charge contre lui la tenue qu'il a pour faire ce jogging. Ouais, trop minable. C'est pas la tenue. Un professeur agrégé de droit qui ferait du jogging ne s'habillerait pas comme ça. Il est en espèce de guenille, comme à son habitude. Et surtout, par contre, alors il détale comme un lièvre. Et donc ce type dont tu dis mais non, mais il sait pas courir. En fait, il épuise les deux policiers qui sont censés courir en même temps que lui. Il leur met une demi-heure dans la vue. C'est assez cocasse. Donc on va dire évidemment, c'est pas. En fait, il court. Avant, on pensait qu'il courait pas assez vite. Là, on trouve tout d'un coup qu'il court trop vite. Ouais. Et c'est vrai que métaphoriquement, c'est un peu la situation de Viguier. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, de toute façon, soit il est machiavélique au dernier degré, soit il fait semblant d'être bête tellement il est machiavélique. Donc il ne s'en sort pas. Et bon, en plus, c'est un garçon très maladroit et qui se coupe, qui ne sait pas se défendre. Ça, c'est vrai. Et il y a un de ces avocats qui va avoir une formule formidable là, sur cette rapidité du jogging que vous citez. Il dit « Mon client courait après son innocence ». Courait après son innocence, c'est une belle formule d'avocat. C'est absolument génial. Alors, donc en fait, qu'est-ce qui différencie encore cette affaire d'une affaire telle qu'elle aurait dû se dérouler? Vous dites que vraiment l'enquête a été menée à charge, qu'on n'a pas suivi d'autres pistes. Une enquête univoque. Il y a eu dans cette affaire un seul suspect, Jacques Viguier, et une complicité extrêmement troublante entre l'amant de Suzy et les enquêteurs. Parce que l'amant était quand même sur écoute. Donc, bon. Alors vous dites, on l'a mis sur écoute, c'est simplement pour que si quelqu'un émettait l'idée que Durandet était trop proche des policiers, on dit mais non, il a été c'est équitable. Voilà, notre démarche, on l'a mis sur écoute. Mais les écoutes sont en fait accablantes, non pas pour lui, mais pour les policiers qui sont avec lui d'une proximité incroyable. Il y a eu une perquisition chez lui, mais alors des mois après, donc évidemment on n'a rien retrouvé d'intéressant. En tout cas, on a retrouvé des vêtements féminins qu'on n'a pas analysés. Et ce que je voulais aussi ajouter à votre présentation parfaite du début de l'émission, c'est que presque parfaite, si j'ai bien compris, qui va le devenir, c'est que Jacques Viguier ignorait qu'Olivier Durandet était l'amant de sa femme. Ça, c'est très important. Il ne savait pas que ce type qui venait tout le temps à la maison, avec qui il allait jouer aux cartes, alors peut-être que lui l'avait trouvé d'un
niveau intellectuel un peu inférieur. Il le méprisait un peu, Olivier Durandet, parce qu'il parlait pas anglais, tout ça. Ouais. Mais il ne le savait pas. Et ça, on en est certain, puisque c'est Olivier Durandet lui-même qui le dit aux enquêteurs. Il dit, non, Jacques ne savait pas que j'étais l'amant de Suzy. Donc là-dessus, on peut pas il n'a pas joué un jeu particulier avec Durandet, puisqu'il ignorait sa vraie nature. C'est très bien que vous rappeliez cet élément, parce qu'on va faire une pause très rapide, et ensuite on va entendre Olivier Durandet, qui a également été interviewé par Patrick Tégéraud au moment du premier procès, du procès de Toulouse en 2009, et vous allez entendre comment Olivier Durandet présentait ses certitudes de la culpabilité de Jacques Viguier. L'heure du crime sur RTL. L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, c'est mon invité Stéphane Durand-Soufflant, qui a publié ce livre Disparition d'une femme, dont je vous recommande vraiment la lecture, parce que c'est la radioscopie d'une affaire hors norme, il faut bien le dire, sinon on n'en parlerait pas autant. Et à l'instant, Stéphane Durand-Soufflant, vous rappeliez donc ce rôle étrange de cet amant qui va devenir l'accusateur numéro 1. Jacques Viguier donc ne savait pas qu'il était devenu l'amant de sa femme. Écoutons d'abord, après on en parlera plus ensemble, mais écoutons Olivier Durandet, une déclaration qu'il fait donc au micro de Patrick Tégéraud avant d'entrer dans le tribunal au deuxième jour du procès de Toulouse, le 21 avril 2009. Il n'y avait aucune équivoque là-dessus, oui. Jacques Viguier ne se doutait de rien. Il était sûrement persuadé que j'étais un amoureux transi, mais pour lui, c'est pas possible. Si sa femme le trompe, c'était forcément avec quelqu'un de plus riche, avec une meilleure situation professionnelle, une plus belle maison, une plus belle voiture. Il a juste oublié une chose, c'est que Suzy cherchait de l'amour, tout simplement. Le fait de perdre la face, de devoir partager la maison, de perdre peut-être la garde de ses enfants ou de les voir qu'une fois tous les 15 jours, cette forme d'échec, pour lui, c'est impossible. Alors, il faut peut-être expliquer, parce que j'y ai fait allusion très rapidement à ce coup de théâtre du deuxième procès, du procès en appel, qui a peut-être fait basculer l'intime conviction, comme on dit, du jury. C'est lorsque Éric Dupond-Moretti, après avoir écouté des écoutes téléphoniques qui n'avaient pas été versés finalement, qui n'avaient pas été mis à la disposition des parties dans le premier procès, si je ne m'abuse. Et il y a une conversation entre Olivier Durandet et une Cécile, une jeune femme, c'est quoi, une babysitter. Babysitter, vous nous rappelez le contexte et ce qui s'est passé? Alors effectivement, il y a des heures et des heures d'écoute qui n'ont jamais été exploitées, versées aux parties. Et à l'ouverture du procès en appel, le président, par loyauté, les remet à tout le monde. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. Mais il y a des heures et des heures. Et donc, l'avocat de la défense, Dupond-Moretti, fait écouter par ses équipes, écoute lui-même dans sa voiture, il cherche la pépite. Voilà. Et il trouve un truc incroyable. C'est une discussion entre l'amant, Olivier Durandet, et la babysitter des Viguier, à laquelle d'ailleurs elle est vaguement apparentée par une coïncidence. Et ils disent, quand on est revenu, donc, l'avocat tilt quand on est revenu dans la maison des Viguier après la disparition de Suzy. Et là, il est curieux parce que on sait que Durandet y est allé une fois, puisque Viguier était là, il l'a raconté. La babysitter, on sait aussi. La maison ensemble, mais là, il se dit, mais ils sont allés plusieurs fois, mais pourquoi, comment, pourquoi faire? Et là, le coup de théâtre invraisemblable du procès d'Albi, c'est quand la jeune femme vient à la barre, donc elle fait son témoignage qui ne présente pas grand intérêt. Et là, l'avocat de la défense entreprend de la questionner. Et on comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer, parce qu'il est très insistant, mais personne ne sait ce qui va se passer. Et lui, il marche sur des œufs, parce qu'il cherche à obtenir quelque chose de très précis, mais s'il se casse la figure, il peut perdre un avantage. Et tout d'un coup, mais ça dure très longtemps, et ça devient de plus en plus incroyable. Tout le monde est... Pourquoi il interroge aussi longtemps un témoin qui est pas... Elle dit, voilà, j'ai menti. Et je suis rentré dans la maison avec Olivier Durandet, en l'absence de Jacques Viguier. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais rien, on cherchait des indices pour éventuellement retrouver la trace de Suzy. Et là, évidemment,
une sensation. Pour l'avocat, c'est très important parce que oui. ça veut dire que peut-être, bien que personne ne puisse prouver quoi que ce soit, peut-être que le sac de Suzy a été ramené à ce moment-là, peut-être que les lunettes ont été rapportées là, peut-être que... Et c'est le président lui-même qui pose la question. Ouais. A-t-il mis quelque Ricciardi, chose je crois Monsieur Ricciardi. Que vous, Ricciardi, pardon, et que vous saluez dans... qui a très bien mené ce procès. Ouais. Et donc, elle dit non, il n'avait rien, mais évidemment, le trouble est énorme. C'est-à-dire que ça veut dire surtout que depuis 10 ans, il y a un mensonge dans ce dossier qui est réitéré et qui est entretenu par Olivier Durandet, ce que dit en tout cas cette jeune femme qui témoigne, que Olivier Durandet, avant le procès, lui avait dit surtout, on reste bien, on n'en parle pas. Et qui, lui, par ailleurs, a appelé beaucoup de personnes qui étaient appelées à témoigner pour parler avec eux de la façon dont il fallait présenter. Absolument, il a orienté les témoignages. Si on est du côté de la défense, on peut prendre ça. Alors évidemment, lui, il fait ça de bonne foi. Il est persuadé que Viguier est l'assassin. Il n'a jamais été mis en cause par l'enquête, donc il n'est pas soupçonné lui-même d'avoir tué cette femme. Mais en même temps, il fait tout ce qu'il faut pour orienter l'enquête. On parlait tout à l'heure des écoutes le mettant en cause. Il y en a une qui est extrêmement troublante et qui est même stupéfiante. Donc cette idée, on sent Olivier Durandet veut retourner dans cette maison. On ne sait pas pourquoi, mais enfin. Et il s'en entretient au téléphone avec un des enquêteurs, qui est le directeur d'enquête, qui n'est pas le commissaire Sabi, qui est un autre commissaire, avec lequel il y a des relations extrêmement détendues. Et lui dit, mais dis-moi, si j'entre dans la maison... alors qu'elle est... Suffisante par effraction, donc. C'est embêtant. L'autre lui dit, et le policier lui répond textuellement, officiellement, c'est une violation de domicile. Et il marque une pause, il dit, enfin, pas vu, pas pris. Et c'est incroyable, on a l'impression que le policier lui-même incite cet homme, ce citoyen, mais à entrer dans une maison qui n'est pas la sienne, qui est potentiellement une scène de crime. Enfin, c'est incroyable. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous avez la réponse à la question que je vais vous poser, parce que je crois que vous n'en parlez pas dans le livre, mais c'est la réaction normale, j'imagine, d'ailleurs de ceux qui écoutent l'émission et qui découvrent peut-être tout ça aujourd'hui. Comment on explique que cette disparition inquiétante, pour le moins, a lieu donc en février 2000, donc Viguier va être incarcéré, je crois, 9 mois en détention préventive, puis remis en liberté. Donc ça veut dire quoi? Faute de preuves formelles, ou enfin, en tout cas, c'est une décision du magistrat. Et puis ensuite, pourquoi il se passe autant d'années? Pourquoi le premier procès a lieu en 2009? Est-ce qu'on le sait? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On peut déduire que les autorités judiciaires ont été assez embêtées par cette histoire, parce qu'au début, il est mis en cause pour assassinat, donc un meurtre prémédité. Ouais. Et puis, il y a rien ne permet de voir une préméditation, donc on requalifie en meurtre simple, si j'ose dire, sans préméditation. On envisage de requalifier ensuite en coup mortel, c'est-à-dire des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En gros, la dispute qui tourne mal. Bon, ça n'a pas été fait, mais c'était la piste privilégiée par une des parties civiles, représentée à l'audience par maître Francis Piner, qui était très brillant dans cet exercice-là, et c'était une thèse assez séduisante et très commode pour l'accusation, puisque il n'y a pas de préméditation, c'est haute, voilà. Mais ça n'a pas été fait. Viguier fait ses 9 mois de détention, et en détention, pareil, il n'a pas du tout l'attitude qu'on attendait de lui, d'un professeur de droit, tout d'un coup jeté dans les bas-fonds et déprimé. Il vivait très modestement, il était très copain avec les autres détenus, il les aidait, il leur faisait des courriers, enfin, il jouait au foot avec eux. Bon, au bout d'un moment, on le met dehors, puisque visiblement, les preuves manquent, et je pense qu'ils se sont dit, bon, on va attendre un peu, on va peut-être avoir un petit quelque chose, un témoignage, un indice va apparaître, et il n'apparaît rien. Et donc, on peut dire que la justice ne s'est pas empressée d'audiencer, comme on dit, cette affaire. Bon, mais à un moment, il a été renvoyé, donc il a bien fallu le juger. Et ça s'est fait en 2009, donc 9 ans après les faits, ce qui n'est pas le signe d'une très grande certitude du côté de l'accusation. Alors, on va revenir sur les deux procès dans un instant, 2 acquittements successifs. Il faudra parler également de la mère de la disparue. Parce que là aussi, un certain nombre de gens étaient étonnés du fait que cette femme n'accablait pas son gendre. Voilà. Et puis, on a encore beaucoup de questions à vous poser pour tenter d'éclairer tous les sombres recoins de cette affaire. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Nous sommes en compagnie de Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro, qui avait suivi l'affaire Viguier, qui était d'ailleurs tellement fasciné lui aussi par cette affaire qu'il a publié un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est Disparition d'une femme.
l'affaire Viguier, comment fabrique-t-on un coupable? Alors je pense que c'est pas forcément la fabrication d'un coupable parce que personne n'avait non plus, volontairement à impliquer cet homme, mais c'est tout le contexte de l'histoire qui fait qu'on va fabriquer ce coupable, va se fabriquer finalement avec l'aide de tout le monde, quoi. Et Voilà. on peut dire, il y met du sien. Voilà. Il est tellement maladroit que il faut reconnaître ça à décharge. On peut critiquer une enquête très à charge, mais il faut quand même reconnaître que l'attitude de Jacques Viguier est tellement déconcertante qu'il se charge lui-même à son corps défendant. Alors, il faut dire que il y a des gens qui pensent, à l'époque, vous dites, l'opinion est coupée en deux. D'ailleurs, je pensais à Pascal Roberdiard, notre consoeur du Monde, qui ferme son blog après le procès de 2010, après l'acquittement, parce que sur son blog, les gens commencent à dire « Ah oui, mais moi je suis sûr que c'est lui », d'autres disent « Mais non, c'est Durandé qui a fait le coup ». Elle trouve ça extrêmement malsain, et elle décide de fermer son blog, quoi. Parce je crois que c'est la seule fois que Pascal a fait ça. Voilà, parce que c'est pas un cluedo, ça devenait un vraie contenant. affaire. Il y a un moment, on peut pas mettre en cause des gens comme ça. Alors, il y a du côté de Jacques Viguier qui le défendent ses 3 enfants et sa belle-mère. Sa belle-mère. Alors la belle-mère de Jacques Viguier, c'est aussi un personnage très atypique qu'on a à l'époque un peu considéré comme une femme un peu zinzin, un peu originale, parce qu'elle avait des propos. Elle disait, si ça se trouve, ma fille, oui, elle est sous les cocotiers, elle a voulu partir. Oui. Mais elle a peut-être changé de vie, elle l'a dit d'ailleurs. Mais quand on connaît avec le recul l'histoire de cette femme, dont on parlait au début de l'émission, absolument. C'est-à-dire que sa mère a été assassinée. Quand elle était enfant, elle s'est retrouvée avec l'assassinat de sa mère à 10 mètres de la maison. Donc les policiers qui débarquent en pleine nuit, sa maman est morte. Ensuite, on met son père en prison. Son père revient. Bon, elle est élevée sans sa mère, avec cette histoire de père injustement accusé. Et ensuite, une fois parvenue à l'âge d'être grand-mère, sa fille disparaît. On accuse son gendre et elle ne saura jamais. Elle est depuis décédée, cette dame qui était une dame très gentille. Et elle n'aura jamais su ni comment son père, ni comment sa mère, ni comment sa fille ont été tués. Alors, elle ne voulait apparemment pas croire à la mort de sa fille, mais elle a bien le droit de se raccrocher à cette idée. A priori, c'est quand même difficile d'imaginer que son ascendant et son descendant ont été trucidés et qu'en plus, les criminels ne seront jamais punis. Et oui, parce que en plus, il faut dire que c'est l'affaire de la mort de sa mère n'a jamais été résolue, jamais su, comme la disparition de Suzanne Viguier. Alors, il y a une autre question qu'on en parlait entre nous hors micro, donc on peut en faire profiter les auditeurs. On vous posait la question avec Perrine, avec Sébastien et Charles, mais il y a un acquittement. Et il y a une disparition inquiétante et vraisemblablement, on peut penser que cette femme a été assassinée. Par qui? La justice éteint son action à partir du moment où il y a eu 2 procès, qu'on a acquitté définitivement donc Jacques Viguier. On ne recherche pas la cour d'assises qui s'est passé. Et puis la cour d'assises d'appel ont été saisies d'un dossier ficelé, c'est-à-dire avec une cote 1 et une cote X, 900, voilà, c'est le dossier. On a jugé ce dossier d'accusation de Jacques Viguier. Voilà, tout est là-dedans, les éléments à charge et à décharge, ça a été jugé 2 fois. Et il a été acquitté de manière définitive puisque le parquet, le procureur, ne peut pas en plus former un pourvoi en cassation sur un acquittement. C'est comme ça. Donc c'est fini. Maintenant, pour rouvrir cette histoire, il faudrait un élément nouveau. Voilà. Un aveu, un ADN, quelque chose. Ou le retour de Suzy. Voilà. Alors, on va terminer cette émission avec Jacques Viguier, qui s'est exprimé très rapidement après le procès, mais on sentait que c'était un homme qui était très très fatigué, ému par tout ce qui s'était passé. Et puis les années passent. En novembre 2014, Jacques Viguier publie aux éditions Privin, donc éditeur de Toulouse, un essai sur la justice française qu'il a intitulé « La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ?» Alors évidemment, ce livre est très profondément imprégné de son histoire personnelle, mais c'est aussi une réflexion sur le monde de la justice. Il fait des propositions pour que la justice fonctionne mieux, et il a expliqué cela à l'époque pour une émission de l'heure du crime, au micro de Laure Broulard. La difficulté aussi bien pour les policiers que pour les juges, c'est qu'ils sont habitués à avoir devant eux des délinquants qui, malgré de nombreux éléments contre eux, disent « Ah non, mais je suis innocent ».
effectivement, on croit avoir trouvé ça, mais en fait c'est une erreur. Donc les magistrats ou les policiers sont habitués à avoir devant eux des coupables qui déclarent qu'ils sont innocents, et donc ça crée une sorte d'habitude. Et quand ils se trouvent face à un véritable innocent, finalement, ils ont du mal à pouvoir l'accepter parce qu'ils sont pris dans cette espèce de routine où les coupables disent qu'ils sont innocents. Donc, c'est difficile pour un innocent de mettre en avant cette innocence. Et vous-même, pendant vos procès, vous avez toujours eu confiance en la justice ? Moi, j'avais confiance dans mon innocence, donc je me disais que de toute façon, à un moment ou à un autre, ça serait révélé, puisqu'effectivement, pendant une dizaine d'années, il y a des éléments inexacts ou faux qui ont été présentés, et justement, les deux procès, avec des chroniqueurs qui se sont rendus compte de toutes les erreurs qui avaient été mises en avant à tort, ont compris effectivement qu'il y avait eu des véritables erreurs dans cette affaire, et le procès a permis de montrer cette innocence. Et donc vous proposez une certaine réforme de la justice. Vous parlez beaucoup de l'importance du jury. Oui, l'idée c'est que on améliore ce qu'on appelle l'échevinage, c'est-à-dire la participation des citoyens à la justice. Puisqu'en effet, à travers la cour d'assises, des citoyens participent au travail de cette justice. Je propose qu'on puisse étendre à d'autres types de procès ou d'autres affaires la participation des citoyens, avec deux buts. L'idée que les citoyens puissent mieux comprendre la justice comme cela, et l'idée qu'ils puissent donner un point de vue, on peut dire de bon sens, par rapport à un point de vue plus professionnel des magistrats. Les citoyens ont du mal à comprendre la justice, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, dans mon approche, dans mon essai, j'évoque le fait de mieux comprendre les juges, ensuite de mieux les aider, pour que cela puisse mieux fonctionner. Donc, il faut essayer de combler ce fossé qui sépare les citoyens des juges. Donc Jacques Viguier qui évoquait le propos de son livre « La République doit-elle vraiment guillotiner ses juges ?» aux éditions Privat. Stéphane Durand-Soufflant qui avait suivi l'affaire Viguier. Merci infiniment, l'émission est terminée maintenant.